Aujourd'hui, le squad, j'ai un invité de l'ombre. Il est très peu visible sur les réseaux et pourtant, il fait partie des jeunes préparateurs physiques passionnés par l'entraînement. J'aime beaucoup sa philosophie qu'il nous partage en story sur Instagram. Les athlètes français y gagneraient énormément si tous les prépas étaient comme Nico. Faire des choses simples, bien calibrées pour développer les qualités athlétiques des sportifs. Et pas des choses farfelues qu'on peut voir sur les réseaux et qui sont beaucoup trop virales. Chez Nico, pas de surface instable, pas d'échelle de rythme, mais des principes immuable de l'entraînement dans un seul but, la performance. Nico, bienvenue sur le podcast du Squad de la performance. Comment vas-tu? Écoute, merci Max, merci pour l'invitation. Écoute, ça va très bien. On sort d'une saison qui est assez dense. Il nous reste encore, on est déjà en février, mais il reste encore quelques mois à profiter de cette saison. Donc, tout va bien pour moi. On va parler entraînement, on va parler de performance et de tout ça. Nico, peux-tu te présenter à ceux qui ne te connaissent pas? Commencer par le début. Donc, je suis préparateur physique. Donc, j'entraîne à mon compte, que ce soit avec des athlètes en individuel ou avec des structures, notamment un club de boxe et un club de judo. On va dire le côté perf, là où il est le plus important, ça va être sur le côté boxe. Mhm. Et en parallèle de ça, je suis en formation dans le cadre de l'INSEP. Et c'est vrai que ça me prend pas mal de temps parce que du coup, c'est des modules qui sont... J'ai un module tous les mois. Et du coup, forcément, ben, ils me demandaient de travailler avant, après. Et donc, ça demande quand même un certain investissement. Donc, c'est pour ça que je me suis fait un peu attendre. Mais c'est avec plaisir que je réponds avec l'invitation. Ça fait un petit moment qu'on se suit sur les réseaux et le travail que tu fais est très sympathique. Donc, ça fait plaisir. Ouais, c'est cool. Moi, ce que j'aime de chez toi, c'est véritablement l'entraînement calibré, l'entraînement simple. Tu vois, il y a pas de chichi, il n'y a pas de choses farfelues. On voit que c'est réfléchi. Si tout le monde réfléchissait plus simplement, on aurait des choses bien plus intéressantes. La pratique, quelle qu'elle soit des athlètes qu'on entraîne, elle est coûteuse. Si on prend le foot, il y a beaucoup de choses à penser. Si on parlait de technique, tu as toute la tactique et tout, fait ça. Tu rentres en jeu sur le côté sport de combat, tu as tout le plan technico-tactique qui est important. Donc, si déjà on commence à les perturber sur le côté entraînement, qu'ils ont déjà pas forcément l'habitude de faire, si on est en plus en train de leur rajouter des trucs un peu trop, je sais pas si on peut dire fantaisistes, mais tu vois, c'est des choses qui sont un peu trop différentes, qui va les faire réfléchir, mais pas forcément dans le bon sens, qui va plutôt les épuiser d'un point de vue mental sur Mm. la séance où là, ils doivent être performants. Je pense que déjà, on se trompe un petit peu. Et toi, comment on a fait les formations avec Rémi Lancou? Il le dit, et c'est des choses très simples, très bien calibrées et pas plus. C'est rien que ça, déjà, si tu viens implémenter un contenu sûrement différent de ce qu'ils ont l'habitude de faire, et c'est déjà largement suffisant pour la majorité, au moins dans un point de départ. Ouais, comme tu l'as dit, souvent les plannings d'entraînement sont très chargés pour la majorité des athlètes. Ça dépend les sports, mais en globalité, il faut avoir le professionnalisme de ne pas faire perdre du temps à nos athlètes en faisant des choses qui n'ont aucun sens. En fait, on se rend compte que parfois, il y a des entraîneurs qui veulent varier au maximum. Ça en devient en fait sous le thème du ludique, ça en devient un peu ridicule, si je puis dire. Il faut pas chercher à les épuiser, mais justement, comme dit justement Rémi Lancou, les sublimer. Moi, je trouve que c'est un mot qui me parle bien parce qu'il faut que ça soit la préparation physique au service de la performance sportive et pas l'inverse. Je peux pas mieux dire. Mais après, tu vois, par rapport à ça, c'est un truc, mais ça veut pas dire que tu peux pas leur amener du contenu qui est un peu différent et qui les sort un peu de leur motricité globale. Mais Ouais. par contre, commence à rajouter des échelles de rythme où ça devient trop compliqué. Mais, alors que déjà, des fois, des trucs simples, en fait, tu dois le constater comme moi, mais tu as des athlètes d'un certain niveau ou même d'un niveau un peu inférieur, ils maîtrisent pas déjà les vrais, on va dire, leur motricité de base. Si tu commences à leur rajouter des petits trucs un peu différents, tac, tac, il faut que, ah, ça y est, déjà tu les as perdus, eux, ça les intéresse plus, Exactement. Ouais. ils veulent qu'ils soient en échec, donc ils n'ont pas envie d'aller plus dans la chose, donc c'est perte de temps pour tout le monde, pour eux, pour l'entraîneur, et en plus, ils y gagnent rien à la fin. Donc, Ouais, tu as raison. C'est vrai que c'est un mot juste. Il y en a qui vont faire des choses tellement compliquées qui vont mettre en échec l'athlète. Et il y a cette part un peu mentale qu'on peut avoir. On n'est pas préparateur mentaux, mais pour autant, si tu mets constamment ton athlète en échec, que ce soit sur la complexité ou l'intensité, voire le volume de ton entraînement, en fait, tu n'as rien compris, quoi. ouais, complètement.
Nico, aussi loin que tu te souviennes, parle-nous de ta première expérience marquante avec le sport. En fait, j'en ai plusieurs, mais une qui m'a vraiment marqué, c'est pas du tout la première, ça remonté quand j'ai commencé STAPS. Ouais, Alors, je dis pas que j'étais quelqu'un qui était très fort dans le sport, j'avais certaines aptitudes. Moi, j'étais sportif, je fais du judo depuis plus de 20 ans, j'ai fait plus de 10 ans de handball. Donc, je suis arrivé avec bah, une certaine confiance, on va dire un certain petit niveau athlétique. Et bon, on n'avait pas une promo exceptionnelle, mais on avait quand même des mecs qui touchaient un peu à différents sports. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais très loin de. J'étais en fait un mec mais tout à fait lambda, si ce n'est niveau athlétique limite un peu inférieur. Donc, c'est là où je me suis dit qu'en fait, le monde de l'entraînement au sens large, il y a des mecs chauds. Donc, ça sert à rien de croire que tu es chaud ou c'est juste essayer de travailler, de progresser déjà sur toi-même avant d'essayer de te comparer parce que il y aura toujours meilleur que toi plus, un peu partout. Donc, bon, malheureusement, continuer à s'améliorer soi-même, déjà, ça fait déjà une grosse partie du taf. ça t'a rendu beaucoup plus humble, déjà parce que c'est vrai qu'on est sur un âge, là dont tu parles, STAPS, tu avais plus ou Ouais, moins 18 ans, donc ouais, effectivement, un peu plus, mais ouais, c'est ça. voilà, Mais oui, oui. à cet âge-là, c'est vrai qu'on voit quand même les choses différemment qu'à notre âge maintenant. Et puis il y a aussi l'aspect, je pense, spécificité, parce que malgré que tu aies quand même fait deux sports complètement différents, hein, quand même judo, handball, un sport de balle, un sport qui est de combat, un sport individuel, un sport collectif. Enfin, je veux dire, ça t'a Ah ouais, permis quand ça même ouvre de toucher pas mal de qualités athlétiques. Et pour autant, bah, il devait te manquer quelques tout. qualités. Et non, mais c'est cool. C'est parce qu'effectivement, ça montre que ben, tu étais très bon sûrement dans ton sport, mais que d'un point de vue athlétique, il te manquait des choses. On va se le dire, il me manquait la partie entraînement, on va dire physique. Mais ouais, complètement. Alors, on était un petit peu éveillés. On en avait que ce soit au judo au handball. Mais quand je vois rien que ce que je fais maintenant, des choses très simples, hein. Je maîtrisais pas du tout, je maîtrisais pas du tout des choses très simples. Donc, oui, j'étais à des années-lumière par rapport à ça. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est lié aux rencontres que tu as pu faire, préparateur physique ou non? Est-ce que c'est lié peut-être ben, à la temporalité? Voilà, aujourd'hui, peut-être que si tu avais, voilà, que tu étais ado aujourd'hui, peut-être que tu aurais accès à des coachs comme nous qui faisons les choses un peu différemment de ce qui pouvait se passer. Quel est ton avis là-dessus? Ben, plus on avance, et du coup, plus il y a deux mondes, on va dire, dans le domaine et qui rendent les choses accessibles. Les réseaux Ouais, font clairement. en sorte que ça rende plus accessible. Mm. J'ai été très tard, moi, sur les réseaux, et même sur Instagram, je crois que c'est depuis que 2019. Et Ok. j'ai vraiment tardé. C'était pas du tout quelque chose qui m'attirait. Tu vois, par exemple, rien que sur le parcours de soins, en tant qu'athlète, avant d'être arrivé en STAPS, j'étais jamais allé voir un kiné. Et ça veut pas dire que je m'étais jamais blessé. Mais ça veut Ouais. dire que toutes les petites blessures que j'ai pu avoir, que ce soit entorse au niveau de la main, de la cheville, pas des trucs de ouf parce que je me suis rarement vraiment blessé. Mais tu vois, des petits trucs quand même qui nécessitent une petite prise en charge, Ouais. ben jamais. Donc, ça veut dire que c'est le contexte familial. Mes parents, ils n'étaient pas trop avertis à ça. Ils sont pas du tout dans le sport, encore moins dans le sport de haut niveau. Donc, déjà, quand tu n'as pas ce côté-là, tu es moins éveillé à ce genre de pratique. Tu vois, c'est là où j'ai pris conscience, le kiné, rajouter des entraînements, ceci, cela. Si j'étais plus jeune à l'époque, je ferais les choses complètement différemment. Ne Mm. pas laisser traîner une blessure. En fait, il y a eu tellement des erreurs que c'est incroyable quand tu remémores. Et du coup, par contre, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, quand je suis de l'autre côté, c'est du coup d'essayer de proposer aux athlètes de ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Moi, j'ai perdu du temps sur ça. C'est un fait. Je le regrette pas. Enfin, c'est un fait. C'est comme ça. Mais Mhm. par contre, essayer que eux, au moins de les avertir, ça ne veut pas dire ne pas leur laisser faire parce qu'il faut aussi qu'ils fassent leur chemin et qu'ils se rendent compte par eux-mêmes qu'ils font des erreurs. Mais par contre, si tu peux leur faire gagner un petit peu de temps, ben, je pense que c'est quand même, ça vaut le coup. Non, mais c'est vrai que tu as raison. Les réseaux sociaux aujourd'hui, ça permet quand même d'élargir son champ de vision. Alors, comme on a dit, il y a beaucoup de choses qui sont un peu bullshit, etc. Donc, après, à l'athlète de se faire son propre opinion, voilà, d'avoir Chose qui n'est pas facile. Mais exactement. Donc, c'est là aussi, il faut choper un peu, on va dire, des menteurs, qu'ils soient physiques ou à distance. Mais en tout cas, effectivement, se faire son Ouais, qui te propre servent de opinion, c'est référence. loin d'être évident. Mais malgré tout, ça permet d'élargir les possibilités, surtout quand tu es dans un environnement qui n'est pas forcément un entourage physique, c'est-à-dire au niveau de tes potes, au niveau de ta famille, etc.,
qui n'est pas forcément dans ce monde-là. J'imagine que toi, c'est pareil, mais il y a des athlètes qui viennent nous contacter. C'est des choses qui leur parlent et pour autant qui n'ont jamais vu en présentiel avec les gens qu'ils rencontrent, quoi. C'est bien parce que ça vient titiller un peu leur. Tu vois, ils ont envie de savoir un peu pourquoi ils font ça. T'as vu, lui, il a fait ça. Ouais, Tu vois, t'as dû l'avoir tourné, le saut du mec en NFL qui chope le ballon tout là-haut. Tu ouais, vois, rien que pour parler de cette vidéo, parce que ça doit être une des dernières, il y en a dû avoir cinq qui m'ont envoyé la vidéo. Et ouais, c'est ouais, ouais. bien parce que tu vois, ça montre un peu l'envie qu'il y a autour de ça et que moi aussi, je veux sauter plus haut, blablabla. Bla, bla, bla. Sur ça, c'est intéressant, mais du coup, il y a de tout. Enfin, c'est bien quand ils viennent te consulter. Pas que ce soit toi qui aies la vision, mais au moins que tu les éveilles à est-ce que tu penses que c'est la meilleure chose? Est-ce qu'il n'y a pas des choses plus simples à faire? Et je pense que déjà, à partir de là, si on arrive à l'amener dans cette réflexion-là, c'est déjà pas mal. Comme tu dis, si tu l'éveilles, si à un moment donné, les chemins se rencontrent entre un athlète et toi, et que voilà, tu lui amènes des réflexions, et que peut-être qu'après, il fera son chemin avec un autre Ouais. préparateur physique, etc. Mais pour autant, voilà, tu auras semé quelque chose chez lui. Complètement. Et on n'a pas le monopole des athlètes, hein. Après, tu as des relations qui font que tu t'entends vraiment bien avec la personne. Mais si tu parles d'un Ouais, point de vue purement performance, on n'a absolument pas de monopole. Tu le disais au début, on est au service d'eux. C'est vraiment, on cherche à le sublimer. S'il est très très fort en prépa, mais qu'il est nul dans son sport, ben, c'est pas de la performance, hein, c'est juste de l'entraînement physique. Si avec toi ça marche, ben, tant mieux. Si par contre, pour une raison X ou Y, il a envie d'aller voir ailleurs, ben, qu'il aille voir ailleurs. Et peut-être que ça lui conviendra mieux. ouais, tu vois, là, je rebondis sur ce que tu as dit parce que c'est un truc que je dis à tous les athlètes avec lesquels je travaille, c'est qu'on ne fait pas de vous un meilleur athlète en préparation physique. On va avoir des athlètes qui ont des programmes, alors soit qui ont été donnés par certains de nos confrères, soit voilà, ils se sont fait des programmes avec des vidéos YouTube, Instagram, etc., avec 15 exercices. Et puis en fait, quand toi, tu leur donnes un programme avec quelque chose de beaucoup plus calibré, avec Tu as cinq peut-être exercices. exactement un grand maximum, tu vois, avec un échauffement qui est spécifique, dont on parlera tout à l'heure. Voilà, des choses qui sont calibrées, qui sont individualisées pour les athlètes, etc. Et certains se disent, mais en fait, ils croient qu'il n'y a rien dans le contenu de la séance. Et en fait, c'est juste qu'ils n'ont pas cette notion d'intensité aussi à mettre et d'intention qu'il y a à mettre dans la séance. Merci. Intention. À partir de là, si tu mets pas l'intention, tellement je l'avais écrit sur le tableau que j'ai derrière, en gros, en rouge, mets l'intention derrière. Si tu mets pas l'intention dans ce que tu veux faire, tu pourras faire autant de volume que tu veux, autant de... Et sans même parler d'intensité, c'est sûr que l'intensité, il y en aura besoin. Mais si déjà, Mm, il n'y a pas l'intention derrière, ben, mm, mm. c'est pas vous à perdre. Mais en tout cas, tu perds du temps. Il se passera pas grand-chose et comme tu dis, tu perds du temps. Et encore une fois, on n'a pas de temps à perdre. Tu viens de le dire, mais quand tu vois des séances avec, je sais pas, peut-être 10 exercices. Et moi, des fois, je vois des trucs de ce mec, par exemple, avec qui je travaille, avec qui il travaille avant. Je vois 10 ou 15. Alors, il n'y a aucune critique ou quoi, mais quand tu vois qu'il y a Hmm, beaucoup trop d'exercices, tu te dis, mais elle dure combien de temps la séance, cousin? J'ai pas que ça à faire, quoi. hmm, C'est hmm. rien qu'en parlant de temps disponible. Et si tu dois aller à la salle, faire tes 1h30 2 heures quasiment, voire peut-être plus, c'est trop. Ouais, Moi, ouais, si on ouais. peut le plier en 1 heure, 1 heure et quart, grand max, merci, au revoir, à la maison, On est dodo. d'accord. Ouais. Bah, Focus sur la récup. c'est de mettre justement cette dose minimale effective pour permettre à l'athlète d'être plus performant dans son sport. Et peut-être que, en y mettant un peu des pincettes, peut-être qu'avec un programme comme tu viens de le citer, ton athlète sera plus performant, aura de meilleure qualité. On va prendre cette Mm. hypothèse-là, mais il sera tellement fatigué, en fait, ça lui aura tellement pompé d'énergie que dans son sport, il sera moins bon. Si le but à la fin, c'est la performance, ben, du coup, Oh, t'as tout raté, ouais. Nico, t'entraînes beaucoup d'athlètes de sports différents, que ce soit dans les sports de combat, le rugby, le football, et sûrement d'autres que j'oublie. J'aimerais que tu nous parles de ton point de vue sur les différences et les points communs, culturels au niveau de chacun de ces sports et de la philosophie de l'entraînement. je différencie juste un peu. J'ai un côté, on va dire, préparation physique vraiment individuelle et d'autres en club. Ouais. Et en club, j'ai eu l'opportunité de travailler dans le foot pendant 2 saisons. En parallèle de ça, j'ai toujours eu le judo. Donc, le judo, je l'ai gardé en trame un peu continue. Parce que du coup, je suis aussi professeur de judo pour les tout petits. Donc, et c'est intéressant aussi parce que ça te permet un peu de voir ce que eux, ils n'ont pas et ce que tu peux leur amener à cet âge-là
sans parler de préparation physique, vraiment d'entraînement et des qualités que tu peux leur amener, que derrière, ça va leur servir. Et que quand tu Ouais. les récupères plus tard, des fois, ça n'a pas été fait avant. Tu fais les frais de ce qui n'a pas été fait au début. Donc, fais une parenthèse, il faut mettre les meilleurs sur les plus jeunes. Je referme ma parenthèse. Non, mais, non, mais Euh, attends, je vais rebondir là-dessus parce qu'effectivement, c'est un vrai sujet. Malheureusement, souvent, on va mettre des stagiaires, des jeunes préparateurs physiques avec les jeunes parce que tout simplement, bah, disons-le, L'argent. hein, c'est l'argent, c'est peut-être moins sexy, etc. Et pour autant, c'est un vrai sujet. Je pense que les meilleurs entraîneurs devraient être avec les jeunes. Et d'ailleurs, bah, mais quand tu peux voir ce qui se fait aux États-Unis, notamment avec les collegians, hein, donc c'est quoi? Ouais. C'est le lycée, etc. Bon, Ouais, c'est des même, athlètes, même il y en a plus jeunes, je crois, à partir de 12 13 ans, un truc comme ouais, ça, c'est il y en a ça. qui commencent. Ouais. Et quand tu regardes, il y a des gros coachs qui s'occupent de Ouais. ces athlètes-là. Mais il y en a un, là, j'ai en tête, là, je crois que c'est Jouet Bergel, c'est un truc comme ça. Je Ouais, sais pas si tu. Ben, bien franchement, sûr. et il fait rien d'incroyable, hein, on va pas se Non. mentir. C'est de la mobilité, c'est du travail de squat avec amplitude complète, c'est des choses très simples Ouais. qui ont l'air très bien faites. Alors, je dis pas que c'est ça la solution ultime, mais en tout cas, ça les éveille à avoir déjà ce côté entraînement-là. Parce que, tu vois, par exemple, on prend le cas du foot pour revenir à ce qu'on disait, je prends le cas du foot. Je suis arrivé dans le foot. C'est pas un niveau incroyable, mais c'était la National 3, donc c'est quand même le cinquième niveau français. Il y en a qui ont un salaire qui est quand même plutôt décent. Quand je vois les qualités physiques qu'ils ont, pour certains, il y en a, ils ont joué à quand même un bon niveau. Ils ont joué en Ligue 2. Tu vois, il y a une étape qui a été loupée quelque part. Et ils Ouais. ont joué en France, à l'étranger. Donc, ça veut dire que déjà, tu as ouvert un peu le champ de tes horizons. Ils ont un peu plus de 30 ans. Ils ne savent pas faire des choses très simples. Tu te dis, putain, mais moi, mes petits au judo, ils ont, allez, on va dire 15 ans pour faire une généralité. Ils savent le faire. Enfin, alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont plus performants, mais au moins, ils ont la qualité motrice, athlétique de faire quelque chose qui est simple, qui est un accroupissement, qui est quand même pas. Ça devrait être presque normal. Donc, oui, mettre l'accent sur les jeunes et tu vois, tu les récupères après, donc plus tard. Et honnêtement, je me pose la question, tu sais même pas si tu dois faire ce travail-là parce que du coup, ça va être une perte de temps. Ils l'ont jamais fait. S'il faut, ça va créer des blessures parce qu'ils sont jamais dans des amplitudes comme ça. Ils Mm, savent mm, pas les mm. gérer. Donc, si tu les amènes toi, tu sais même pas si ça va tenir. Donc, non, si ce travail-là peut être fait en amont, quand tu arrives chez les grands, c'est limite que du perfectionnement. Fait, tu vois, c'est des choses pointues. C'est limite, tu peux mettre un débutant, il lui propose juste en plus, tu connais, quand tu es débutant, tu as, toujours envie de mettre un peu les choses qui sont, tu sais, les petits détails. Ben, tu leur Mm. mets les petits détails et pour eux, ben, limite, ça peut suffire. J'ai travaillé dans le foot pendant 2 ans et après, je suis parti à la boxe. Donc là, ça va être ma deuxième année. En parallèle de ça, j'ai eu la chance de m'occuper d'une équipe nationale au niveau du rugby pour préparer une échéance. C'était le Burkina Faso pour l'Africa Cup. Donc, il s'était qualifié et donc ça, c'était une vraie expérience parce que on a réussi à faire venir une trentaine de mecs en France et à Toulouse, donc à côté de chez moi, et même plus précisément dans ma ville, à Blagnac. Donc on a eu un mois de préparation pour préparer cette échéance et après on a eu 10 jours de compétition à Marseille. Donc ça a été une vraie expérience dans un milieu que je connaissais de loin parce que bon, Toulouse, rugby quand même, voilà. Mais personnellement, en tant que préparateur, j'avais jamais eu trop à faire à ça. J'étais en adjoint avec Zeba Traoré, je ne sais pas si tu connais, mais c'est le prépa du stade depuis quasiment 25 ans, donc ça fait un petit moment qu'il est là. Moi, j'ai la Ok, chance de le connaître de par différents horizons. Les moyens qu'ils ont là-bas, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a ici. évidemment. Je ne sais pas si on peut parler de moyens d'ailleurs, du coup, mais en tout cas, ce Mhm. qu'ils ont à disposition, où il y a des choses qui étaient plutôt très correctes. Ils arrivent à se débrouiller. Et par contre, tu vois, au niveau de l'éthique de travail, ça n'a rien à voir. Ils étaient dans une vraie optique de progression. Et c'est choses que j'ai retrouvées dans la boxe. Foot, j'aime beaucoup le foot. C'est pas pour cracher sur ce sport, j'aime beaucoup. Mais le côté entraînement, et encore plus entraînement physique, tu vois, faut les tenir par la main pour les amener où à peu près tu as envie d'aller. Alors que si je prends la boxe et là, du coup, cette expérience-là avec le rugby, alors je ne dis pas que c'est pareil partout au rugby, mais en tout cas, l'expérience que j'ai eue, c'est plutôt, faut les calmer. Enfin, ils sont toujours en demande d'eux. Donc, tu vois, au niveau des différences, il y a de grosses différences. Je pense que déjà, quand tu fais un sport collectif, individuel, tu as des différences. Mais quand tu fais un sport collectif, comme le rugby, un peu comme le hand, donc c'est quand même des sports, je ne sais pas si on peut dire de combat, mais tu as quand même une partie de Mhm. lutte, de collision, Bien sûr. d'impact. Surtout au rugby maintenant, hein, vu les impacts qui se mettent. Donc, toutes ces petites différences, ça rentre en compte. Alors,
dans ce que tu peux leur proposer. Après, je pense que, tu vois, moi, les footballeurs avec qui je travaille en individuel, c'est d'ailleurs très intéressant, j'aime beaucoup. Mais déjà, quand tu fais la démarche de voir quelqu'un, de passer du temps, d'essayer de t'améliorer toi, je pense que déjà, tu es pas mal dans le juste chemin. Ouais. Donc, même si de manière collective, c'est un peu plus compliqué d'avoir un impact, je pense que de manière individuelle, il y a des choses à gratter. Et vu le peu d'entraînement qu'ils ont à un certain niveau, voire même au haut niveau, mais bon, on va dire que c'est que le bas niveau, je pense qu'il y a moyen de rajouter des choses sans rajouter des volumes incroyables, mais de rajouter une ou deux séances de prépa physique dans la semaine, je pense que ça peut valoir le coup. Ouais, ouais, clairement, dans le football, souvent, il y a le temps de placer des choses. Et d'ailleurs, comme tu l'as dit, il y en a qui s'en rendent compte et du coup qui font appel à nous, à nos confrères. Et c'est très bien. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu minime. Je me pose la question, en fait, si c'est tellement traditionnaliste dans le football que bon, bah, ça évoluera un tout petit peu et que ça en restera comme ça, ou si à l'image un peu du fitness de la musculation en France comparée au monde anglo-saxon, vu qu'on a, si tu compares les deux mondes d'un point de vue général, tu vois, au niveau fitness, etc., il doit y avoir 10, 15 ans d'écart, si ce n'est plus dans certains aspects. Peut-être que d'ici 10 ans, 15 ans, on aura rattrapé, enfin en tout cas, on sera à ce niveau-là, à ce qu'on peut voir aujourd'hui, bah, comme tu Ouais. dis, en NFL et dans ces sports-là, quoi. Je pense on y arrive petit à petit. Il y en a de plus en plus. Et si les meilleurs le font, tu sais, ça impacte indirectement tous les autres. Clairement. Tu vois, moi, je travaille avec des mecs ils sont en R1. Donc, c'est quand même, bon, c'est pas un tout petit niveau, mais il y a déjà un peu d'argent à gratter, mais c'est quand même le sixième niveau. Donc, Ouais. tu te dis, s'il y a des mecs qui arrivent à travailler avec des R1, donc c'est-à-dire que tu as un taf à côté, tu as des études, tu as ceci, cela. Je pense que tu arrives quand tu as un niveau un petit peu plus avancé, quand ce soit National 2, National déjà, il y a moyen de rajouter deux, trois trucs. Je pense que ça va y tendre petit à petit. Tu sais, c'est toujours peur d'avoir un peu de courbature, de ouais, je me sens pas trop bien pour le foot derrière. C'est pas princesse, mais c'est ce petit côté. Alors qu'à la boxe, et on va pas se mentir, hein, quand ils ont des courbatures, que ce soit au niveau des jambes ou au niveau des bras, ils sont pas très contents, hein. Parce que du coup, Tain, Nico, je comprends pas, tu frappes pas aussi fort que d'habitude. Je dis, ouais, mais tu veux te sentir bien quand? À l'entraînement ou en combat? Surtout que, bon, en foot, il y a une temporalité qui fait que tu as des échanges qui sont régulières. Pour de combat, c'est la temporalité, c'est le combat. Et bon, même si des fois, surtout en amateur, ça peut enchaîner, quand même, l'entraînement, c'est l'entraînement. Je m'en fous, moi, que tu sois pas à 100% d'entraînement. Ouais, exactement. C'est important effectivement d'osciller au niveau de tes performances parce que, comme tu l'as dit, à l'entraînement, c'est pas ce qui est le plus important. Après, c'est vrai que dans les sports collectifs, la complexité va être que bah, il va y Et avoir des titulaires et des remplaçants. Un déjà, remplaçant, ouais, ouais, mais déjà, clairement, ça veut dire que ceux-là, tu peux travailler avec eux. On va ouais, pas se mentir. Alors oui, ouais, c'est sûr que tu n'as pas envie parce que le collègue, il va jouer. Mais si ouais, toi, tu as envie de progresser derrière, là, déjà, ouais. pour moi, c'est une vraie opportunité de travail. Mais comme tu l'as dit, maintenant, il y a des jeunes athlètes qui sont voilà, en régional et qui bossent avec nous, avec nos confrères, alors qu'en national, il y en a qui font pas cette démarche-là. Donc, effectivement, il faut qu'il y en ait certains peut-être qui se posent des questions. Je pense aussi qu'il y en a, pour avoir discuté avec certains, qui sont satisfaits en fait de leur situation de jouer en national, national 2, national 3. Mais moi, ce que je leur dis toujours, les gars, tous les ans, il y a des petits de 18 ans qui sortent. Bien Et sûr. eux, ils sont là pour vous croquer. Je pense que l'âge d'or un peu, tu vois, de certains qui ont 30, 32 ans, qui sont dans des situations qui ont peut-être touché le haut niveau et qui après jouent dans des championnats nationaux et qui sont souvent très bien payés, etc. D'ici quelques années, ça sera plus véritablement le cas si athlétiquement, t'es pas au niveau. Donc, je pense Après, c'est vrai. il faut véritablement qu'ils prennent conscience de ça. Ok, peut-être qu'aujourd'hui, tu as 26-27 ans, tu es dans une situation en nationale et que tu te satisfais de ta situation, tu n'as pas forcément envie de gratter plus haut, ça peut se comprendre. Mais si toi, tu as envie d'aller chercher, de continuer à jouer au football pendant 4 5 6 ans, voire plus, et profiter en fait de cette chance-là, malgré Bien tout, sûr. de vivre du football, hein, parce qu'à Bien ce sûr. niveau-là, même si tu gagnes pas des milliers et des cents, tu vis du football. Donc, si tu as envie de profiter encore de cette situation-là, bah, je pense qu'il faut que tu te poses des questions parce que sinon, les petits de 18 ans, ils vont pas rester en départemental et en régional s'ils ont les moyens d'aller croquer plus haut. C'est pour ça qu'avoir des fondations solides au niveau de ton physique, que ce soit au niveau des qualités de la force, au niveau de la mobilité et tout, c'est pour moi primordial parce que
ton expérience de haut niveau ou d'un niveau suffisant va plus suffire par rapport à, tu vas avoir toujours la même petite gêne chaque année. Au même moment, tu as le tendon d'Achille qui va tirer un petit peu. Ouais, non, c'est sûr que ça va, à un moment donné ou à un autre, ça va t'handicaper. Et tu Mm, vois, par rapport à ça, il y a des vraies différences entre les sports, déjà entre les athlètes entre eux, mais dans les sports. Et mm. je pense qu'un des points communs qu'il faudrait avoir, c'est réussir à avoir l'adhésion de l'athlète au niveau de son programme. Son programme au sens large, au sens de l'entraînement, il adhère à ce que tu lui proposes, à ce qu'il fait. Et s'il adhère, c'est gagné. Tu sais, tu as commencé à l'amener vers un chemin. Et quoi que tu lui proposes, il sait que votre chemin, ça y est, il est unifié. Donc, ça sera dans son bien. Donc, même si des fois, il ne comprend pas tout le pourquoi du comment, à partir du moment où il y a cette adhérence-là, je pense que c'est OK, hein. Ouais, tu as raison, c'est le plus important. Moi, je vois avec certains, il y en a qui, on va dire, me font confiance à 100%. Ils n'ont pas forcément envie de comprendre le pourquoi du comment, et, parce que c'est par rapport à leur personnalité. En revanche, il y en a qui, pour faire les choses et pour les faire correctement, ont besoin Mm. qu'on leur explique plusieurs fois et peut-être parfois avec d'autres mots. Ouais. Mais c'est cool, ouais. Pour commencer un peu à parler d'entraînement, j'aimerais qu'on parle de tes principes d'échauffement et notamment sur les activations et coordination œil-main. Ces différentes formations que j'ai pu faire qui m'ont complètement éveillé à ça, c'est un Canadien, Matt Boulet, qui a Ouais, amené ce principe-là en France. Alors maintenant, il est un petit peu repris par plusieurs, je ne sais pas si tu suis, tu as été abordé, mais bon, bref, bien par sûr, ouais, plusieurs. ouais. Mais en gros, comment moi, je l'ai compris, je l'ai abordé, je l'ai intégré du coup dans ma manière d'entraîner, c'est que ça a révolutionné ma façon d'échauffer. Ok. Ça a toujours été pas problématique pour moi l'échauffement, mais ça n'a pas toujours été quelque chose qui faisait du sens pour moi. Je comprenais pas trop pourquoi on faisait juste tourner la cheville ou tu vois, il me manquait un petit lien entre tout ça. Lui, il se base sur la pyramide de l'apprentissage de Williams et Schellingsberger. Et ben, c'est un peu la même chose que tu as la force, la mobilité, blabla, ça, c'est ta base. Ben, lui, sur la base de sa pyramide, tu vas avoir le vestibulaire, donc tout ce Mhm. qui va être au niveau de l'équilibre au sens large, le tactile, que ce soit au niveau des mains, au niveau des pieds, et du coup, ça fait le lien avec ce qu'on abordera tout à l'heure. Mhm. Et la proprioception, pardon, excuse-moi. Donc ça va être ta base. Et à partir de là, ta base, tu vas monter de niveau en niveau. Les exercices qui vont en découler, ou en tout cas que maintenant, on va dire, je me suis approprié, c'est que je vais essayer de toucher un petit peu tout ça. Donc dans chaque échauffement, j'aurai une petite partie vestibulaire, une petite partie de proprio, une petite partie de tactile, plus ou moins importante selon les cas. Tu vois, on a essayé de mettre en place à la boxe des échauffements pré-fight, au départ généraux, et après, selon les personnes, selon leurs affinités, est-ce que eux, la sensibilité qu'ils ont, on vient affiner un peu, mais je touche ces différentes parties. Mais avant, et donc la coordination eux-mêmes, ça va venir un tout petit peu après. Si déjà, j'arrive pas à avoir mon tactile qui est suffisamment correct, donc on va dire par exemple la capacité à lancer une balle, mais si j'ai déjà du mal à gérer ma main, ça va être compliqué pour moi de rajouter des choses qui sont plus complexe. Ouais. Donc, la coordination humaine, c'est un axe. De manière générale, je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde, plus ou moins de l'investiguer, mais sur les sports de combat, où tu as des frappes, le fameux coup d'œil, je pense que ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser. Donc, la vision au sens large, que ce soit vision centrale, vision périphérique, et rajouter un peu de coordination humaine, je pense que ça prend beaucoup de sens. Et pour eux aussi, ça vient un peu avant qu'ils se retrouvent dans une situation où je ne vais pas devoir me faire toucher et quand même frapper, on les amène au niveau au cognitif à aller vers ça avant le combat, avant l'entraînement, n'importe. Et ça vaut pour tout le monde. Tu vois, par exemple, j'ai des mecs qui font du trail. Dans la descente, ils se retrouvent à avoir une certaine vitesse dans la descente où ils doivent mettre le pied à des endroits. Et vu que c'est du trail, le terrain n'est pas plat, tu as des cailloux, tu as des surfaces Évidemment. qui sont plus ou moins compliquées à gérer. Donc, si déjà il n'arrive pas à avoir une vision centrale et périphérique qui est un minimum correct, ça va être dur pour lui de mettre du gaz dans la descente. J'ai plutôt des bons retours avec ça, avec des mecs du trail. Donc, je pense que alors, on pourrait pousser le bouchon sûrement plus loin. Mais je pense que pour une première approche et dans un contenu d'échauffement, pour moi, en tout cas, ça fait beaucoup de sens. Et donc, pour étayer un peu le sujet, est-ce que ça t'arrive d'être en lien avec des athlètes en phase de réhabilitation, rééducation? Parce que je me dis que justement, cette capacité-là peut être altérée sur une période où tu n'es pas en contexte du spécifique au niveau du sport.
Donc, est-ce que c'est des choses que tu fais avec ces athlètes-là? Ouais, bien sûr, si on prend le cas d'une blessure qui est un peu commune, banale, c'est l'entorse de cheville, ben forcément, si je suis pas capable déjà de me mettre sur, d'avoir la répartition du poids qui est sur les deux pieds, ça va être compliqué pour moi de tenir mon équilibre. Donc, ça va déjà essayer de retrouver cette fonction au niveau du pied, mais après, très rapidement, d'essayer de retrouver des niveaux d'équilibre qu'on avait en amont. La phase de retour de blessure, réathlétisation, réhabilitation, on le nomme comme on veut, c'est pas la phase où tu restes à la maison et tu attends que ça se passe. Pour moi, c'est surtout en plus, encore plus, on en parlait dans le foot par exemple, c'est la phase où tu peux bombarder. On s'en fout que tu aies des courbatures, on s'en fout que tu sois complètement cuit pour l'entraînement. Il n'y aura pas d'entraînement. Donc, c'est ça ton entraînement et c'est ça qui doit te permettre de derrière revenir meilleur. Et si après, on doit plus se voir parce que tu juges que c'est. Mais on ne se voit plus. Mais au moins, on aura fait ce travail-là en amont. Donc, déjà, tous ceux qui ne viennent pas travailler pendant cette phase-là, c'est qu'ils ont, Ils ont rien compris. ils n'ont pas compris que derrière, il y aura leur but, c'est la performance. Donc oui, complètement. C'est une phase où, pareil pour l'entraînement physique, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Et en plus, ça peut nous permettre du coup d'avoir un retour qui est plus rapide. Ouais, Tu vois, moi, la porte d'entrée que j'ai eue avec la boxe, c'est un mec qui s'était fait les croisés. Ça a été un concours de circonstances, mais en gros, il est revenu en 6 mois des croisés. Et 6 mois, vraiment bien, tout allait ok, bien. Alors, je dis pas que ça vaut le coup pour tout le monde et que ça aurait pas marché si j'avais pas été là, il avait fait autre chose. Mais bien en tout sûr. cas, le chemin de pensée a fait que ça, il a adhéré au programme, ça a matché et derrière, il arrive à être performant. Donc, c'est ça qui est intéressant. J'aimerais rebondir déjà sur ce que tu disais. Il faut voir, je pense, le verre à moitié plein quand on est blessé. Alors, c'est pas forcément évident, surtout dans les premiers jours. Pour autant, si l'athlète il commence à, il sait switcher, et ben en fait, il peut y voir une opportunité pour progresser sur des aspects qui sont compliqués parfois à mettre en place pendant les périodes d'entraînement. Il faut vraiment profiter de cette période-là pour mettre des choses en place, travailler avec les gens qui vous entourent pour Complètement. progresser d'un point de vue, Complètement. bah, ouais, si vous avez des objectifs de performance, il faut le voir Ah ouais, comme ouais, parce que une sinon, au final, possibilité. Ouais. bien sûr, au final, sinon, c'est quoi la blessure? C'est juste une perte de temps. Alors, elle est arrivée, la blessure. Des fois, on sait à peu près pourquoi, on a des facteurs explicatifs. Ce serait trop facile de savoir exactement pourquoi. Mais dans tous les cas, tu seras toujours blessé à un moment donné ou à un autre. Surtout si tu es dans un niveau qui est quand même assez important, il y aura toujours une petite blessure. Donc, ça veut dire que tu sais qu'elle va arriver, cette blessure. Déjà, tu es préparé à ce qu'elle arrive. Tu espères qu'elle sera le. Donc, si tu t'es bien entraîné, elle devrait être le moins contraignante possible, même si c'est une grosse blessure. Mais au moins, ça te permet de revenir plus rapidement à des niveaux qui étaient les tiens avant. Et par contre, ça te donne une opportunité de ne pas faire ce que tu as l'habitude. Faut que ça soit ancré. Faut que... Tu vois, et même pour les coachs. Le coach, il dit par exemple à l'athlète, non, tu es blessé, viens pas la semaine prochaine, ça sert à rien. Et puis si, viens mon gars, viens, je suis là moi. Viens, on travaille et on gagne du temps sur la suite. Exact. Ouais, ça c'est un vrai message, merci. J'aimerais revenir sur tout ce qu'on disait, coordination à humain, etc., d'activation. Moi, c'est des choses, voilà, je suis légèrement sensibilisé dessus par rapport à ce que je peux voir avec toi, avec d'autres confrères, mais j'ai pas de connaissances à ce sujet-là. Pour autant, je parle pas spécifiquement du football, mais pour moi, ça peut, dans n'importe quel environnement sportif, tout ce qui va être vision périphérique peut être altéré en fait lorsque tu n'es plus dans cet environnement du sport avec des choses que toi tu pourrais faire. Tu peux leur apporter en fait cette stimulation qui leur permettra d'être plus aptes en phase de retour au sport à être bien dans leur environnement du sport, quoi. Je suis tout à fait conscient de mes limites par rapport à ça. Comme je te le disais, c'est vraiment une introduction et je m'en sers vraiment d'échauffement. Ouais, Il y a sûrement une petite phase de développement, mais il y a des mecs qui sont bien meilleurs que moi sur ça. Et je pense que ça fait, au même titre que tu peux avoir un préparateur mental ou quoi, je pense que cet aspect-là, il faut le conjuguer et que tout le monde s'articule ensemble. Mais je pense que ça a une vraie place dans l'entraînement, que ce soit dans l'entraînement directement technique, soit dans l'entraînement physique. Mais cette partie-là, ça peut, enfin, c'est sûr que ça fait du sens en fait. génial, merci. Tu parles aussi beaucoup de grippe, donc de force de préhension du membre supérieur. Très vulgairement, on va parler Ouais, des ouais, bras, ouais, etc., hein, pour ceux qui ne sont pas du métier. Tu as notamment un appareil pour mesurer tout ça. ouais. Pourquoi tu y portes autant d'intérêt et comment l'entraînes-tu? Tu sais, ça devient un peu une focalisation dessus, mais plus j'avance et plus je me dis qu'en fait, enfin, je vais pas le lâcher parce que ça a trop d'importance. Donc, tu vois, pour revenir à juste avant ce qu'on disait sur la pyramide de l'apprentissage, il y a le tactile. Et dans le tactile, tu as la main et le pied. Le pied, j'y accorde aussi l'importance. Je le montre peut-être pas sur les réseaux, enfin, en tout cas, le pied a une vraie importance.
Mais c'est beaucoup plus compliqué de chiffrer quelque chose que tu vas faire avec le pied que Mhm. quelque chose que tu peux faire avec la main. Avec la main, il y a je l'ai pas. Bon, j'en ai eu plusieurs parce qu'il y en a qui ont été cassés. C'est un dynamomètre à main. Et du coup, Ouais, en gros, ton but, ça va être de serrer le plus fort possible et ça va te donner une indication. Donc, moi, comment je m'en sers, en fait, il y a plusieurs buts. Le premier but, ça va être de voir la donnée chiffrée que tu vas faire. C'est est-ce que tu es capable de générer de la force dans l'extrémité au niveau de la main? Si déjà, tu n'es pas capable de générer de la force à de cette extrémité-là, selon le sport, ça va être très problématique parce que ça peut être un facteur de performance mhm. judo, escalade, n'importe. Mais ça te donne des indications sur son niveau de force générale. Il y en a qui parlent très bien du grip. Shinta Zilinka, c'est un truc comme ça. C'est un mec qui est vraiment chaud. Il a une force de préhension qui est assez incroyable. Il reprenait l'adage de Louis Simons au niveau de on n'a jamais vu quelqu'un avec un gros fessier et ne pas être fort. Et ben, lui, il a repris exactement la même chose au niveau de la main. On n'a jamais vu quelqu'un qui avait une force de préhension forte qui était faible. Regarde les strongmen, je pense que déjà à partir de là, ça règle Mhm. la question au sujet de la force. Ça donne une vraie indication. Droite-gauche, ça donne aussi une indication. On peut aussi s'en servir comme monitoring. Là, tu vois, le contexte s'y prête bien. On sort d'un module de formation avec l'INSEP où c'était sur le monitoring. Donc, Olivier Morillier, avec l'équipe de France de hand, ils s'en servent. Ils se servent de cette valeur-là pour un peu établir la fraîcheur nerveuse du mec. Donc, ça ne veut pas dire que c'est cet élément-là qui va faire que, mais en tout cas, tu peux le corréler avec d'autres choses. Moi, par exemple, je le fais 2 fois. Si je le vois 2 fois dans la semaine, je le fais 2 fois semaine. Si je le vois 4 fois, je le fais que 2 fois dans la semaine. Et ça me permet d'avoir une vision un peu sur le long terme. Donc, si d'habitude il est à 60 et que ce jour-là, avant même qu'on commence à lui, ça n'enlève pas toutes les questions qu'on peut demander. Et bien sûr, ça c'est. Mais s'il me fait 50 un jour, je vais aller creuser. Est-ce que c'est parce qu'il a mal dormi? Est-ce que parce qu'il a des petits trucs ou quoi? Et là, il va commencer à te sortir, j'ai mal dormi, blablabla. Bla, bla, bla. Ou alors c'est juste parce qu'il est cuit et qu'il n'y a plus rien à en tirer. Et au contraire, s'il a fait une grosse perf, soit c'est parce que justement il est trop sur le côté parasympathique, ou alors c'est vraiment que c'est un bon jour, soleil, les planètes qui sont alignées. Mais du coup, tu vas orienter un peu ton entraînement derrière. Ça ne veut pas dire que tu vas te fier qu'à ça. Mais si le mec, il te fait un gros score, mais tu peux te dire, si d'habitude il était à 130, peut-être que je vais aller essayer de gratter un peu plus et en profiter ce jour-là. Et à contrario, si jamais il est un peu moins dedans, on va plutôt essayer de le mettre en confiance. On ne va pas commencer à essayer de le stimuler comme pas possible, alors que déjà le garçon, il est déjà au fond du sac, il n'y a plus rien. Moi, donc ça, c'est la partie un peu test, mais je m'en sers vraiment dans l'entraînement. Tu vois, pour la boxe, on pourrait ne pas avoir d'intérêt direct, mais au final, c'est quoi l'élément qui va faire que tu vas frapper? C'est quoi la surface? Ça va être la main. Si déjà ma main, elle est faible, donc ma force au niveau de la main, elle est faible, et ben indirectement, ça va impacter mon poignet. Si mon Mhm. poignet il est faible, ben, si je vais taper à force, je vais avoir le pouce qui va sauter, blabla. Donc, je me retrouve à avoir poignet faible. Donc, si déjà j'arrive à avoir cette force-là, ça va impacter le reste indirectement. Donc, je m'en sers vraiment comme limite facteur de prévention au final. Et si il est trop faible dessus, on va chercher à voir quelle est la partie qui est un petit peu problématique et où est-ce qu'on peut s'attarder. Donc, tu vois, par exemple, soulever de terre. Moi, je m'en fous que tu me fasses 160 avec deux prises inversées, je sais pas quoi. Moi, ce que je veux que tu me fasses un beau 160, verrouillé, serré, et que là-haut, je la maintienne. Si elle commence à rouler en bout des doigts et tout, oui, elle est montée, ça, on est d'accord. Mais tu n'as pas la capacité à la garder. Le facteur de préhension est pour moi le premier critère sur le soulevé de terre. Je pense que tu auras quand même la force de la soulever, mais si tu n'arrives pas à transférer au bout des mains, mais c'est qu'en fait, c'est lui qui va décider de combien tu vas réussir à porter. Je m'en sers dans l'entraînement sur des gros exos ou sur des petits exos de fin. Ce que je fais en général, c'est des circuits de fin. Et tu vois, au lieu de faire, par exemple, des abdos classiques, ben, je vais rajouter un peu de flip avec le poids. Je vais les mettre en suspension. Je vais les mettre en suspension là-haut et du coup, ils vont rester en suspension. En même temps, ils vont chercher à faire monter de genou ou n'importe. Mais du coup, en fait, c'est juste le point d'entrée, le grip, enfin, Mhm. l'appréhension. Et après, derrière, je vais rajouter d'autres exercices. On est aussi sur YouTube, donc si vous voulez voir le dynamomètre à main de Nico, n'hésitez pas à regarder ce que vient de montrer Nico à l'image. Ça vous permettra de savoir de quoi on parle. Effectivement, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que tu parlais de monitoring. Ça donne une information d'un point de vue micro, donc au niveau de la séance, du jour, quel est Ouais. l'état de fraîcheur de l'athlète. Mais si tu prends en fait les mesures à chaque fois, ça te permet de voir aussi la tendance. Il peut y avoir des périodes où voilà, les planètes sont alignées, ou à l'inverse, que l'athlète il soit pas dans un bon jour parce que il a eu une mauvaise nouvelle, etc. Ouais. Pour autant, si derrière ça se rétablit,
d'un point de vue un peu plus macroscopique sur la semaine, le mois, etc., bah, tu te dis, OK, ça s'est rétabli, tant mieux. Parce que c'est normal hein, d'avoir des périodes de stress plus ou moins importantes en fonction du contexte. On reste des êtres humains, donc ça, c'est cool. Et puis pour revenir sur le soulevé de terre, on voit bah, voilà, avec les réseaux sociaux de plus en plus de personnes qui vont faire du soulevé de terre, et c'est très bien. On va voir en fait des personnes qui vont faire du soulevé de terre avec une prise inversée. Pourquoi pas si ton objectif il est clairement ciblé et notamment si tu as un manque de préhension, mais que voilà, tu veux voilà, travailler sur ta chaîne postérieure, etc. Pour autant, il ne faut pas le prendre, je pense, comme quelque chose de normal ou de normaliser ça dans ton entraînement, à faire que du soulevé de terre en prise inversée, parce Ou qu'effectivement, avec ça peut sangle, c'est la même chose. exactement, parce que ça peut donner une indication assez précieuse par rapport à ça, ouais. Au niveau de l'entraînement, effectivement, tu utilises beaucoup aussi voilà, les serviettes, les kimonos, etc. Ouais, j'essaie de varier au maximum. Donc, j'utilise le Fat Grip, là, pas beaucoup, en fait. C'est que des outils. C'est où est-ce que je manque? Et la serviette, tu vois, au lieu de faire une suspension classique, ou même, tu vois, par exemple, le Farmer Walk où je l'ai que le suite case, là, que je l'ai que d'un seul côté, au lieu de le faire avec la poignée du kettle ou de l'halter, je le fais directement avec la serviette. Donc, ça vient me rajouter une stimulation qui est un petit peu différente. Et pour certains, ça va être très facile de le garder dans le kettle, mais dès que tu vas rajouter la serviette, ça va un peu modifier la position de la main et l'action de serrage, elle va être plus du tout la même. Mm. Pareil, de mettre le kettle à l'envers et d'essayer de le garder. Enfin, les possibilités, en fait, elles sont infinies. C'est juste, qu'est-ce que tu veux travailler? Ça fait rajouter le petit côté ludique. J'ai horreur de ce mot-là, mais ça fait rajouter ce petit truc-là. Ouais, c'est vrai. Tu rajoutes les tours. C'est toujours fun. Franchement, moi, personnellement, je pense que ça. Et si tu améliores ça, je pense que indirectement, tu impactes sur les autres structures. Et le truc que je disais au début, là, sur on n'a jamais vu quelqu'un avec une force de préhension forte être faible, ben, si tu améliores vraiment ce côté-là, de plusieurs façons différentes, ben, tu vas être plus fort de manière générale. Donc, je pense que ça vaut vraiment le coup. Et surtout pour les sports de combat où il y a vraiment beaucoup de percussions, ça vaut le coup d'avoir déjà cette force de préhension qui est solide. Et là, on prend l'exemple des sports de combat. Je ne parle même pas du judo. Bah, après, moi, tu vois, c'est aussi ça le lien, c'est que j'avais le judo. Et des fois, Mm. on me faisait sauter la garde. Maintenant, je peux te dire qu'il n'y a pas grand monde qui me fait sauter la garde, au moins au club. Alors, tu vois, déjà, je pense que si déjà tu arrives à avoir cette action-là, c'est quand même fort. En tout cas, je pense que c'était très clair pour tout le monde. On va parler de Velocity Based Training. Tu utilises donc un appareil dans tes coachings dans le cadre donc de cet entraînement basé sur la vitesse en français. Peux-tu nous parler de son intérêt et dans quel cadre tu l'utilises? Donc, j'utilise le Vitruve. C'est pas le meilleur. Je pense que, par contre, c'est un des meilleurs en termes de rapport qualité-prix qui reste quand même à peu près accessible. Mhm. Par contre, il n'est pas forcément très fiable. Alors, Ok. je suis loin d'être un spécialiste sur la question. Par contre, je m'en sers un peu pour stimuler l'athlète. Déjà, je le fais que sur des gros mouvements, que ce soit squat, soulevé de terre, bench, enfin, n'importe, mais que sur des gros mouvements, pas sur des mouvements un peu annexes. Mon vrai but, c'est de venir les challenger dessus. C'est chercher à essayer qu'ils fassent pour un poids donné, mettre de l'intention de vitesse. Donc, on en parlait au début de l'intention. Elle peut se concrétiser ou non, mais en tout cas, j'ai l'intention de mettre de la vitesse. Je lui dis, mets de la vitesse. Lui, il pense il a une vitesse de fou. Je lui mets le capteur. Il fait sa répétition. Il en refait une autre. La différence, elle est totale. Et c'est juste lui. Du coup, en fait, ça te permet un retour direct sur qu'est-ce que je peux faire pour améliorer. Est-ce que c'est ma force, si on prend le soulevé de terre, est-ce que c'est ma force de pousser dans le sol qui n'était pas bonne? Est-ce que c'était mon verrouillage que j'ai un peu mal engagé? Où est-ce que je peux améliorer ça? Donc, ça me permet de me challenger. Donc, ça a un vrai côté challenge. Et après, on peut se baser un peu plus là-dessus. Par exemple, tu vois, sur un nombre de répétitions, on demande, c'est Frédéric Marcero qui en parle pas mal sur, par exemple, tu dois faire X nombre de répétitions pour une plage que tu t'es donnée. Si tu descends en dessous Un de seuil cette de vitesse. vitesse-là, Mm. ouais, mais boum, boum, t'arrêtes. Ça veut dire que tu n'es pas capable de maintenir. Donc, je préfère que tu fasses une série de plus avec trois quatre répétitions de plus que de rajouter alors que tu as perdu cette notion de vitesse. Là où j'y vois le plus grand intérêt, c'est ce côté au moins challenging et ça te permet aussi de monitorer en partie. Mais tu vois, par exemple, si on prend le cas du mec, c'est pas un jour trop top,
le grip, il n'était pas ouf et tout. Je ne vais pas chercher à le stimuler plus que ça va plus le mettre en situation d'échec qu'autre chose. Donc, Ouais, c'est ce dont ça on aussi, parlait tout à l'heure. Ouais. c'est des outils, il faut s'en servir quand tu penses que c'est nécessaire, mais il faut pas non plus être focalisé dessus. Le grip, je vois que c'est un jour où il est pas bien déjà. Est-ce que je vais vraiment lui demander de serrer quelque chose de fort? Tu vois, je lui pose la question. On le fait aujourd'hui, il me dit, il hésite. Je dis, bah vas-y, c'est bon, laisse tomber. Laisse Si c'est tomber. pour que la valeur te mette dedans, alors que ça n'a absolument pas le but. Alors qu'il me dit, ouais, vas-y, pas. Mais j'ai quand même envie de le faire. Il te sort un gros score. Ben, limite, tu as gagné ta séance parce que du coup, ça l'a fait switcher de mode. Il croyait qu'il n'était pas bien. Le score, il lui fait du bien, mais boum. Donc, je pense que c'est que des outils. Il faut être suffisamment intelligent pour réussir où est-ce que tu t'en sers vraiment, où est-ce que ou pas. Ouais, tu fais bien de le rappeler, hein. Tout ça, c'est que des outils. Donc déjà, il faut savoir les utiliser et pas juste les collectionner. Et notamment, je trouve que dans ce cadre-là de l'entraînement basé sur la vitesse, je trouvais intéressant en fait ce que Fred Marcero avait dit. Je ne sais pas du tout la fiabilité. Est-ce que c'est purement empirique ou est-ce qu'il y a un truc un peu plus poussé sur ce qu'il avait énoncé? Mais je trouvais que ben, voilà, ça donnait quelque chose d'assez concret sur, OK, là, la vitesse de barre, elle commence à baisser. Donc, c'est que tu n'es plus du tout sur Est-ce que tu as la demandé? qualité athlétique qu'on veut développer quelque Ouais, c'est part. ça. Je trouvais ça pas mal parce que c'est vrai que moi, à distance, en fonction des profils, je vais utiliser le RPE ou les Ouais. répétitions de réserve. Mais en présentiel, je trouve que c'est des choses qui sont intéressantes. Et surtout, comme tu te disais, sur l'intention de vitesse. Chez souvent les débutants ou les jeunes athlètes, cette intention de vitesse, elle n'est pas forcément évidente à comprendre. Et donc là, tu as un feedback direct qui te Ah, c'est permet ça. de donner une information assez précise. Ouais. Tu as ton œil qui, avec plus tu vas avoir d'expérience et meilleur il est, même si des fois tu peux te tromper. Mais Bien là, sûr. l'appareil, il va même si c'est pas forcément ultra fiable, en tout cas, il va te donner une donnée chiffrée. Cette Ouais, donnée chiffrée, il n'y aura pas de non, je me suis bien senti, je l'ai fait vite. Tu regardes le truc, tu regardes deux répétitions. Non, non, mon grand, tu peux me dire ce que tu veux, tu peux avoir le ressenti que tu veux, mais ça ne s'est pas concrétisé en tout cas. Donc, ouais. ouais, sur ça, je pense que c'est vraiment intéressant et ça laisse pas de place à l'erreur par rapport à ça. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas et qui veulent aller un peu plus loin, franchement, je vous conseille d'aller voir un peu ce qui se fait sur bah, voilà, ce qu'on appelle l'entraînement basé sur la vitesse. Qu'on soit coach, prépa, kiné, c'est des choses qui peuvent être vraiment intéressantes à mettre en place avec les athlètes. Nico, on va passer sur la dernière partie du podcast. Quel est ton meilleur conseil que tu puisses donner à un sportif? Investir sur soi-même. Et investir, ça peut être d'un point de vue financier, mais absolument pas que financier. Ça va être vraiment qu'est-ce que tu veux mettre en place pour arriver là où tu veux arriver. Personne ne le fera à ta place. Donc, si déjà toi, tu n'es pas capable d'investir sur toi-même, demande pas aux autres de s'investir pour toi. Bien souvent, il y en a, limite, tu sais, c'est toi qui portes le projet pour eux, alors que c'est leur projet à eux. Je pense que déjà, c'est investir sur soi-même. C'est de manière très, très générale. C'est lire des livres, se documenter. Il y en a un là, qui fait des trucs, là, JT Performance, je crois, un truc comme ça. Il dit être un PhD, donc un docteur dans son sport. Fait, tu sais, c'est prendre tous ces habitudes-là. C'est ne mange pas comme un enfant, dors bien, entraîne-toi fort, mais récupère bien. Tu sais, c'est tous ces petits trucs-là. Faut le prendre en compte. Tu peux pas faire des dingueries, te coucher à je sais pas quelle heure, consommer beaucoup trop d'alcool et espérer avoir quelque chose derrière. Donc, faut que tu sois en adéquation avec tes attentes. Donc, investir sur soi-même, c'est primordial. Il faut que tu sois en adéquation avec tes attentes, ouais, avec tes objectifs. Ça fait tout son sens. Du coup, tu me fais un peu une passe décisive là. Est-ce que tu aurais justement un livre, un podcast, une documentation à nous conseiller à tous ces athlètes qui ont envie d'aller plus loin et justement d'investir un petit peu sur eux avec ces outils-là? Podcast, il y en a plein, il y en a plein, franchement, d'intéressants. Swiss, il en fait des très bien. Enfin, il y en Mm. a des très bien. Au niveau de la lecture, j'en ai pris un là. Ça rejoint toujours la base. La base, c'est quoi? Ça va être quoi dans l'entraînement au sens large? Ça va être être capable de bien respirer. Je ne sais pas si tu Ouais. connais ce livre. Il est Je- sorti, je- je crois, il n'y a pas très longtemps. Il Ouais. était en anglais, mais il vient de sortir en français. Ok. Toutes les questions qu'on se pose à l'heure actuelle, ils se sont posés les questions déjà il y a je ne sais combien d'années, voire de millénaires. Respirer, et pareil, j'aurais pu te sortir pourquoi nous dormons. C'est la base de la base, c'est respiration, bien dormir. Ça s'appelle la nutrition, mais j'ai vu que tu as vu Gladys, donc je ne me permettrai pas de parler sur le sujet. Elle Ouais. en parlera bien, bien mieux que moi. Mais tout ça, ça fait partie de la base pour être performant dans ton sport.
mais avant tout, être en bonne santé parce que la performance, c'est ce qui nous anime. Ce qui est quand même le plus important, c'est être en bonne santé. Et je pense que si déjà tu respires pas bien, tu vois, tu te lèves le matin, tu as la bouche sèche, c'est sûrement que tu as respiré qu'avec la bouche. Donc, si déjà tu n'as pas conscience que la respiration elle doit être en priorité nasale, il manque des étapes. Donc, ouais, ça peut permettre d'améliorer le niveau de vie global avant même d'impacter tes performances. Donc, Ouais. Bah, génial parce qu'effectivement, les livres dont tu as parlé, alors le respirer, je le connais, mais je l'ai pas encore lu, il est dans ma liste. Et Pourquoi nous dormons, celui-là, je l'ai lu. Ça m'a mis une vraie claque, je l'ai trouvé vraiment pertinent et relativement complet. D'ailleurs, pour ceux qui ont dans leur connaissance un spécialiste dans le sommeil, je serais vraiment ravi de pouvoir l'interviewer et pouvoir échanger avec lui. ça va Et alors le puis, comme coup. tu l'as dit, hein, respirer, c'est la base, hein. On le fait de manière complètement autonome. Et je pense que ça peut valoir le coup. C'est un livre qui se lit, je pense, assez facilement Ouais, malgré franchement, tout. C'est pas trop compliqué, franchement, même et pour un puis athlète non, qui est non, non, pas non, du averti. tout, parce que c'est quelque chose qui te parle directement. Alors, il y a des choses après où il pousse un peu le bouchon, mais Ouais, c'est un mec qui raconte son histoire. Et vu qu'il raconte son histoire, en fait, déjà, tu arrives directement à t'identifier. Et c'est obligé que si c'est pas toi qui t'identifies, t'identifies un proche à toi qui est un peu dans cette situation-là. Et du coup, non, c'est facile. Et puis en plus, il te donne des techniques de respiration. Moi, tu vois, une des applications très, très simples que j'ai mis en place avec la boxe, ils font des grosses séances avec des grosses intensités. Ben, c'est d'ailleurs ce qu'il propose aussi Rémi, hein. C'est faire à la fin un petit retour au calme. Alors, je ne le fais pas tout le temps, mais quand je vois qu'il y a une grosse séance, il y a des grosses échéances qui approchent, je les fais prendre tous un tapis, ils prennent une petite couverture survêt, n'importe. Ils se mettent sur le dos, respiration sympathique pendant 5 minutes. Il y a une application, ça s'appelle Respire Relax. C'est ok, complètement gratuit. Et en gros, ça te permet de. Elle est où la caméra? Ça te permet d'avoir parfait. le compteur pardon, avec le nombre de minutes. Voilà, ça te fait un décompte, tu le lances et en gros, là c'était 5 secondes, j'inspire, 5 secondes, j'expire. Donc pendant Lourd. 5 minutes, tout le monde sur le dos. Ils ont juste à faire dodo. Tu connais, c'est des groupes, c'est des populations qui. Il y en a au début, ça va rigoler un petit peu, blabla. Puis Ouais, bien à un sûr. moment donné, il y en a un ou deux qui vont commencer à comprendre l'intérêt. Et je peux te dire que donc, je l'ai fait 3 ou 4 fois avec la boxe. J'en abuse pas parce que je veux pas que ça devienne quelque chose où ils arrivent trop à s'identifier. Mais par contre, Yannick m'a dit, mais Nico, je me suis jamais senti comme ça. On a fait 5 minutes, il me dit, j'ai l'impression, je sais pas, j'ai revécu pendant ce moment-là. Et tu te dis, c'est Génial. rien qu'avec ces 5 petites minutes-là que juste je lui ai donné accès alors qu'il peut faire tout seul. Ouais. C'est incroyable. Oula, là, franchement, merci. Tu vois, je connaissais pas du tout cette application. Je vous invite encore une fois à regarder sur YouTube. Il m'a montré la petite vidéo, l'application sur le Zoom. Donc, franchement, merci pour cet échange, Nico. Comme tu l'as dit, cette partie de respiration en période un peu cool down, en fin d'entraînement, ça permet véritablement de lancer en fait la récupération. Ça permet de switcher. Toi, tu Ouais. as fait une grosse séance, boum. Mm. Ça y est, tu passes de l'autre côté, tu as fini, tu commences à te mettre dedans, tu commences à penser à ce que tu vas manger, comment tu vas dormir. La deuxième partie de l'entraînement, sûrement la plus importante, va commencer. Moi, je sais que ça fait partie de toutes mes séances. Qu'elles soient en Ok, présentiel, super. même à distance, il y a une partie voilà, de conseils en respiration parasympathique. Donc, tout ce qui va être, Super. on va dire, ventral, respiration ventrale pour faire très simple. Ouais, 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 super. Mais en tout cas, ouais, merci beaucoup pour l'app. Je pense que c'est très parlant. Et puis, les jeunes, maintenant, ils aiment bien avoir quelque chose de concret. Et puis, ça a l'air d'être très facile à mettre en place. Ah, c'est très facile. Tu choisis, tu as des programmes qui sont prédéfinis, tu choisis juste le temps que tu veux faire. Tu vois, la première Génial. fois que je l'avais fait, c'était au championnat de France l'an dernier. Ouais, J'avais tous mis dans la pièce. On avait fait 5 minutes comme ça, entre la partie de pesée et en gros le moment calme qu'ils avaient avant qu'on commence à partir la compétition. Et voilà, tu vois, ça ne mange pas de pain. Tu fais ce que tu veux dans ces 5 minutes-là. Si tu arrives à te focaliser que sur la respiration, tant mieux. Si ton esprit divague un peu, c'est pas grave. Au moins, ça t'a fait 5 minutes où il ouais. n'y avait rien, tu n'avais pas de distraction, où tu te poses complètement. Et ça, rien que ça, je pense que déjà, ça peut valoir le coup, c'est intéressant. Si tu pouvais passer un moment avec une personnalité vivante ou non, qui serait-ce et pourquoi? C'est un double champion olympique, c'est Shohei Ono, le double tenant du titre en 73 kilos. Et pour des raisons de règlement qui a un petit peu changé, donc lui, il voit le judo un peu comme un art de vivre. Il sort que quand il pense qu'il est capable de pouvoir exprimer son meilleur judo. Donc, peut-être il a 3 ou 4 compétitions dans l'année. Il y en a une, c'est une toute catégorie. Donc, normalement, être censé destiné au plus lourd.
Et lui, en 73 kilos, il participe aux toutes catégories. Donc, bien souvent, il se fait sortir au premier tour. Et de par l'évolution du règlement, que ce soit en termes de ranking ou autre, ils ont fait des petites modifications. Ils perdent de vue un peu l'essence pourquoi le judo représente pour lui. Et du coup, il a fait le choix d'arrêter sa carrière, alors il est tout à fait en âge de. Et il aurait sûrement gagné s'il avait, de par le règlement, de par les contraintes qu'on lui imposait, lui, ça lui allait plus, parce que ça n'était plus dans ses valeurs. Du coup, je Ok. trouve ça beau parce que tu imagines, tu es quand même double champion olympique, tu peux faire 3 fois. Je ne crois pas que ça a déjà été fait dans le judo, mais parce que ça respecte plus ton cadre, c'est plus en adéquation. Boum, tu décides de bifurquer. Donc, je trouve que l'action, elle est belle. Du coup, tu vois, c'est essayer de comprendre un peu pourquoi il en est arrivé là, comment il s'entraîne. Je sais qu'il s'entraîne très dur. Mhm. Des entraînements très durs, très poussés, et du coup, voir un peu avec lui sa philosophie de vie par rapport à ça, je trouverais ça très, très intéressant. Ouais, de pouvoir échanger avec lui. Parfait. Quel est le meilleur moyen de te contacter si on veut aller un peu plus loin sur ce dont on a parlé pendant notre échange ou tout simplement travailler avec toi? C'est Instagram, où en général, les gens me contactent directement, enfin, ceux que je connais pas directement. Je pense que c'est le moyen le plus facile, donc Ok, génial. Je mettrai tout ça bien évidemment en lien dans la description. super. Question passe décisive. Qui aimerais-tu entendre passer au micro de ce podcast? Un collègue à moi, tu vois, on en parlait tout à l'heure au niveau de l'échauffement et tout, donc moi, on va dire que je fais une amorce. Lui, il s'est lancé dans ça, c'est son truc, donc on va dire que c'est la neurologie appliquée. Il a une vraie réflexion sur l'entraînement et elle prend complètement sens dans l'entraînement au sens global. Et ça vient, il est juste là pour venir bonifier et l'action du physique et l'action au niveau du technique. Donc, ça rentre complètement dans le cadre. Rien que pour échanger avec lui, son message sur sa vision de l'entraînement, elle vaut vraiment le coup. Ça peut paraître un peu différent pour certaines personnes. C'est là où tu vois que en fait, c'est presque la base et la respiration en fait partie. Si jamais tu le contactes ou quoi, ça va bien plus loin que dans ça. Donc, c'est Quentin Moriès. Sur les réseaux, c'est ABC Motricity. Parfait, parfait. Ben, bien évidemment, je le contacterai de ta part et ce sera un plaisir de pouvoir échanger un peu plus profondément ouais, sur ces sujets-là, qui sont des thématiques pas forcément connues du grand public, mais pour autant qui... Et qui se démocratise de plus en plus, Hmm. mais avec du coup toutes les déviances qu'il peut y avoir. Nico, est-ce que tu as un dernier truc à nous dire en particulier? Non, mais déjà, je te remercie beaucoup pour l'invitation. C'était très agréable de parler de l'entraînement. Quand on voit les différents intervenants que tu as pu avoir, ça fait toujours plaisir d'être parmi eux. Donc, merci à toi. Merci beaucoup, Nico, pour ton partage. Et à toi qui nous a écoutés jusqu'au bout, n'oublie pas de t'abonner au Squat de la Performance sur YouTube et ta plateforme de podcast préférée. Va bien checker ce que fait Nico sur ses réseaux sociaux et notamment en story. Tu retrouveras tout ça en lien dans la description. Si tu as kiffé l'épisode, pose ton 5 étoiles ou ton pouce bleu. Ça donne de la force et permet un meilleur référencement du podcast et ça nous permet d'avoir de superbes invités comme Nico. Nous, on se retrouve mercredi prochain, 18h. D'ici là, je te souhaite de prendre un maximum de plaisir dans ton sport. Force!